Et parlez-nous des préjugés sexistes sur la migraine. Alors tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation et de me donner l'occasion de me parler alors des préjugés sexistes de la migraine. En fait, c'était une approche du sujet qui est en fait du lien entre migraine et femme et la question, est-ce que la migraine est qu'une maladie de femme? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes qui ont la migraine? Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dessous? Comment la science peut répondre à ces questions-là? Et je sais que vous avez déjà soulevé quelques sujets qu'on va aborder, hein, comme les spécificités de la migraine chez les femmes. Est-ce que les femmes sont prédisposées à la migraine? Et est-ce que c'est juste une affaire d'hormones, comme on peut entendre très souvent? Et si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce que c'est d'autre? Alors, je partage tout de suite ma présentation. Vous devez la voir en plein écran. C'est parfait. Ce sont mes liens d'intérêt. Alors, première question, la migraine est-elle plus fréquente chez les femmes? Alors, la réponse est oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut compter à peu près 3 femmes qui ont la migraine pour un homme migraineux. Vous avez ici des courbes de prévalence. La prévalence, c'est le taux d'une maladie dans la population. Avec 2 courbes, une courbe bleue pour les hommes, rouge pour les filles. On fait rien de très, pour les femmes, il ne fait rien de très original. Et vous voyez donc les courbes de prévalence, donc le taux de migraine au cours de la vie. Donc la migraine est assez peu fréquente chez les enfants. Vous voyez, à moins de 10 ans, il y a assez peu de migraine. Et puis à partir de 10 ans, on voit que la prévalence, donc le taux de migraine, augmente significativement. C'est à peu près à l'adolescence, hein. Et on voit aussi que les 2 courbes se séparent. Alors que les 2 courbes sont ensemble pour les garçons et les filles avant la puberté. Par contre, après la puberté, les courbes se séparent et il y a beaucoup plus de femmes donc, qui ont la migraine que d'hommes avec des taux, vous voyez, qui peuvent avoisiner un pic à quasiment 30% de femmes qui ont la migraine aux alentours donc des 35-40 ans. Il y a aussi un pic au même âge chez les hommes, mais on est plus sur une dizaine de pourcents. Et puis après, ce taux de migraine décroît petit à petit avec l'âge. Et on dit souvent aux femmes, on dit, bah, voyez, la migraine a commencé aux premières règles, il y a un lien, oui, il y a un lien avec les règles à chaque fois, et puis à la ménopause, ça va passer. Alors, c'est pas vrai chez toutes les femmes d'abord, il y a toujours des femmes qui ont la migraine après la ménopause. Et vous voyez que cette décroissance de la prévalence de la migraine après la cinquantaine, après la ménopause, on l'observe aussi chez les hommes. Donc, c'est pas qu'une histoire prétendument de ménopause qui ferait disparaître la migraine. C'est pas chez tout le monde et c'est pas qu'une histoire d'hormones féminines parce que cette décroissance, on l'observe aussi chez les hommes. Donc, le taux de migraine, le pic de migraine croît après ce qu'on appelle la ménarche, c'est-à-dire les premières règles, hein, la puberté. Il y a un pic vers la quarantaine et puis après, il y a une décroissance qui se fait, qu'on observe à la ménopause, mais qui n'est pas qu'une histoire de ménopause et d'hormones, parce que comme vous le voyez, on observe cette décroissance aussi chez les hommes. Il y a des périodes de la vie d'une femme qui sont connues pour être plus compliquées au niveau des migraines. C'est notamment les périodes menstruelles au moment des règles. Il y a souvent des crises de migraines au moment des règles. Elles ont même un nom particulier qu'on appelle les migraines cataméniales. Le premier trimestre de la grossesse, et c'est même souvent un moment où des auras migraineuses apparaissent. Des femmes qui ont une migraine sans aura et qui lorsqu'elles ont des premières auras peuvent avoir leurs premières auras migraineuses au premier trimestre de la grossesse. Et puis après, il y a le moment de la périménopause où il y a pas mal de fluctuations hormonales qui ont sûrement une implication, peut-être. En tout cas, le moment de la périménopause est toujours un moment assez compliqué pour les migraines. Quelles sont les spécificités chez les femmes? Les crises de migraine chez les femmes sont plus longues que chez les hommes. Par contre, en termes d'intensité et de fréquence, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Si on regarde un agenda, la fréquence est la même, l'intensité du même ordre. Il y a des symptômes accompagnateurs qui sont plus fréquents, comme notamment la photophobie, la phonophobie, donc la gêne à la lumière, la gêne au bruit, les nausées, les vomissements, et l'allodynie aussi qui est plus fréquente. L'allodynie, c'est la perception anormalement douloureuse de quelque chose, d'un contact qui n'est pas censé être douloureux. Par exemple, le simple fait de toucher la peau, c'est pas censé être douloureux. Ben, si ça le devient, c'est de l'allodynie. Ça, on le voit très souvent dans la migraine.
On peut le voir par exemple au contact avec l'eau. Il y a des patients qui disent quand ils ont la migraine, ou surtout après avoir pris un triptan, quand ils se douchent, quand ils sont en contact avec l'eau, ils ont ces perceptions douloureuses et c'est de l'allodie. Les femmes rencontrent plus de difficultés et d'incapacité à mener leurs activités au cours des crises de migraine. L'impact est plus prolongé au cours des crises de migraine, avec un temps d'alitement qui est plus long. Si on demande aux hommes et aux femmes qui ont la migraine combien de temps ils sont obligés de rester couchés, ben, c'est 4h30 chez les hommes et 6 heures chez les femmes. Il faut aussi savoir que la migraine avec aura est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Alors, dans les études, c'est des tranches, hein. En gros, on dit qu'il y a 2,6 à 10,8% de la population féminine qui a une migraine avec aura. C'est une tranche qui est assez large, hein. Mais chez les hommes, cette tranche, elle est plus entre 1,2 et 3,7%. C'est moins fréquent. La migraine chronique elle-même est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes avant l'âge de 30 ans, quasiment 5 fois plus importante. La migraine, vous le savez, est une pathologie handicapante. C'est la première cause de handicap chez les femmes. Le risque d'avoir un score de handicap, le MIDA, c'est un score qui sert à voir l'impact de la migraine et le handicap représenté par la migraine dans le quotidien. Donc, lorsqu'il y a un grade 4, c'est qu'il y a un handicap important. Et bien, le risque d'avoir un handicap important, donc de grade 4 chez les femmes, est plus élevé. Fois 1,34, ça veut dire 30% de plus. Et si on regarde en ça, c'est un calcul qui a été fait dans une étude, c'est pour ça que je le sors comme ça, le nombre de journées de travail perdues. Donc, ça a été, dans cette étude, ils ont regardé sur une période de 3 mois les patients qui perdaient plus de 20 journées de travail sur 3 mois. Ben, vous voyez qu'il y a une différence nette entre les hommes et les femmes, hein. Il y a migraineux. Chez les femmes migraineuses, il y en a 15,8% qui vont perdre plus de 20 journées de travail sur une période de 3 mois, et on est plutôt aux alentours de 10% chez les hommes. Donc, des migraines qui sont plus intenses, pardon, plus longues, pas plus intenses, mais plus longues, avec plus de signes accompagnateurs, plus handicapantes, plus facilement de migraines chroniques, plus de migraines avec aura et plus de durée d'alitement, et vous voyez plus de journées de travail perdues à cause de la migraine. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que finalement la migraine est une maladie féminine? Voilà. Parce que c'est que les femmes. On sait que la réponse n'est pas parfaitement non, mais on voit quand même qu'il y a une gravité plus importante, une fréquence et une gravité plus importante chez les femmes. Pour répondre à cette question, je fais quelques rappels sur le mécanisme de la migraine. La migraine, c'est une pathologie qui évolue par crise. Donc, il y a la crise de migraine avec la douleur. C'est le point central, ici, le point culminant, où il y a la douleur de la migraine avec toute la sémiologie que l'on connaît, c'est-à-dire une douleur souvent unilatérale, un type de pulsation cardiaque dans la tête, le bruit, la lumière qui dérange, envie de vomir, voire des vomissements. Un tiers des patients migraineux vont avoir avant une aura migraineuse, donc qui est ce symptôme neurologique transitoire, le plus souvent une tache lumineuse, brillante, ce qu'on appelle le scotome, hein, c'est une tache lumineuse comme quand on a regardé trop longtemps le soleil, ou des zigzags brillants, ou des images de vaguelets, de vagues de chaleur au-dessus du bitume, ce genre d'images qui apparaissent, qui progressent. Ça peut être des fourmillements, ça peut être des difficultés pour parler, ça peut être des troubles neurologiques plus complexes comme des difficultés de lecture, des troubles de l'attention, de compréhension. Donc l'aura migraineuse, elle dure 1 heure au maximum. Il y a 20% des patients qui peuvent avoir des auras un peu plus longues. Sauf que c'est pas tout. Avant d'avoir vraiment la douleur migraineuse et même avant l'aura, il y a ce qu'on appelle des prodromes, qu'on appelle aussi la phase prémonitoire. Il y a plusieurs noms pour parler de cette phase-là. C'est une phase où les patients n'ont pas encore la douleur, pas encore la douleur de migraine, mais les gens savent déjà que la migraine va arriver. Pourquoi ils savent déjà que la migraine va arriver? Parce qu'ils ont un symptôme qui le leur dit. Fatigue, raideur cervicale, bâillement, début de photophobie, alors qu'on n'a pas encore la migraine, on n'a pas encore la douleur, mais la photophobie gêne déjà. La lumière gêne déjà la photophobie. Et donc ça peut arriver quelques heures, voire quelques jours avant la crise de migraine. Et en miroir, il y a ce qu'on appelle les post-dromes. Donc c'est des symptômes un peu pareils que les prodromes, mais qu'on garde après la phase de douleur. Donc la douleur de la migraine est passée, mais on n'est pas encore revenu dans son état normal, on n'est pas encore dans son assiette. Il y a une gêne à la lumière qui persiste, des difficultés de concentration, une fatigue, un dégoût alimentaire, ou au contraire
une fringale. Donc ça, c'est la crise de migraine. Et ces crises de migraine, elles surviennent chez des patients qui sont prédisposés à la migraine. Et cette prédisposition, elle est génétique. Quelques diapositives pour vous expliquer donc ce que sont les prodromes. Vous voyez que les prodromes, on appelle ça aux symptômes prémonitoires. C'est au moins un symptôme qui survient quelques heures avant, on va dire maximum 2 jours, 48 heures avant la douleur. Les symptômes qu'on peut rencontrer, c'est ceux-là: gêne à la lumière, fatigue, raideur cervicale, fringale, nausée, troubles du sommeil. Et c'est probablement dû à une dysfonction d'une partie centrale du cerveau, qui est notre horloge biologique, qui règle toute notre vie interne, qui s'appelle l'hypothalamus. C'est lui qui gère la température du corps, le moment où on a faim, le moment où on a la satiété, le moment où on a soif, le moment où on n'a plus envie de boire, les heures de sommeil. C'est toute notre vie interne, la libido, etc., l'humeur. Tout est régulé par cette espèce de contrôle central qu'est l'hypothalamus. Et donc, dans la phase prémonitoire, il y a déjà en fait une activation de l'hypothalamus qui ne fonctionne pas normalement. L'aura migraineuse, elle est liée à une onde qui se propage le long du cerveau, à la surface du cerveau, ce qu'on appelle le cortex, qui se propage petit à petit et qui donne le symptôme neurologique. Donc, selon l'endroit où se trouve cette onde, eh ben, les symptômes varient. Le plus souvent, cette onde, elle est au niveau des zones visuelles. Donc, c'est pour ça que les patients ont des symptômes visuels, dans plus de 95% des cas. Mais parfois, cette onde, elle peut arriver sur les zones de la sensibilité du cerveau, bah, ça donne des troubles de la sensibilité. Et puis, ça peut arriver sur les zones du langage, ça donne des troubles du langage, etc., etc. Donc, ça, c'est une onde qui se propage le long du cerveau, due à une atteinte du cortex. Et puis après, il y a la douleur. La douleur, elle, pulsatile, intense, augmentée au moindre effort, hémicrânienne, le plus souvent, mais qui peut être bilatérale ou qui peut basculer d'un côté à l'autre. Elle est expliquée par l'activation du système trigémino-vasculaire. Trigémino-vasculaire, il y a deux parties, parce que trigémino, c'est en rapport avec le nerf trigéminé. Le nerf trigéminé, c'est le nerf de la sensibilité de la face, mais aussi des méninges, c'est-à-dire de l'enveloppe du cerveau, et des vaisseaux cérébraux. Donc, c'est ce nerf qui transmet la sensibilité finalement d'un peu de la surface de notre cerveau, des artères du cerveau. La deuxième composante, c'est vasculaire, parce que eh ben, ce nerf trijumeau, il innerve les vaisseaux, et quand ce système trigémino-vasculaire est activé, les vaisseaux se dilatent. C'est une explication possible pour laquelle la douleur est pulsatile dans la migraine. Lorsqu'il y a cette activation du système trigémino-vasculaire, le nerf trigéminé libère des transmetteurs, des neurotransmetteurs qui dilatent les vaisseaux sanguins et qui facilitent la transmission de la douleur. Il y en a plusieurs, mais le plus connu d'entre eux, c'est le CGRP. Vous en avez peut-être entendu parler parce que les recherches sur le CGRP ont abouti au développement de nouveaux médicaments contre le CGRP dans la migraine. Donc, si on fait la synthèse, la migraine, c'est une pathologie qui a une base génétique, un terrain de susceptibilité génétique. Pour en savoir plus, je vous renvoie au sommet que vous avez organisé, La Voix des migraineux, dans lequel j'étais intervenu justement au sujet de la génétique de la migraine. Donc il y a un terrain de susceptibilité génétique qui aboutit à des crises. Ces crises démarrent par une activation de l'hypothalamus, structure centrale du cerveau. Puis ensuite, une onde qui se propage le long du cerveau. C'est l'aura migraineuse. Puis ensuite, un système trigémino-vasculaire qui s'active, avec des neurotransmetteurs qui sont libérés, qui dilatent les vaisseaux sanguins. Et puis tout ça s'arrête. Et ça va recommencer. Très bien. Mais ce qu'on n'a pas compris là-dedans, c'est pourquoi plus de femmes? On parle de génétique, on parle d'hypothalamus, on parle de cortex, on parle de système trigéminovasculaire. Et alors, quel est le lien avec les femmes? Qu'est-ce qui fait que les femmes ont plus de migraines dans toute cette mécanique? Parce que quand on explique la physiopathologie de la migraine, comme je viens de le faire, c'est l'explication classique, ce qui nous manque les clés. Il nous manque une clé pour comprendre pourquoi il y a plus de femmes qui va finalement rencontrer tout ça. Alors pourquoi la migraine prédomine chez les femmes? D'abord, la génétique, je vous l'ai dit, la migraine, c'est une maladie euh, où on est prédisposé génétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a il y a des gènes qui prédisposent à la migraine. Alors, il n'y a pas, sauf cas particulier pour les migraines hémiplégiques qui sont à droite sur cette figure. Ça, ce sont des maladies rares. Il y en a au moins 4 qui existent.
Dans ces maladies-là, il y a un gène qui a une mutation, c'est-à-dire une modification significative, suffisamment importante pour expliquer à elle seule, pour donner à elle seule la maladie. Et cette mutation, elle se transmet comme ça. Ça, c'est rare. Quand il y a un seul gène, avec une modification, une mutation suffisamment puissante pour expliquer à lui tout seul la maladie. Ce qui se passe le plus souvent, c'est ce que vous voyez à gauche. Ça, c'est ce qui concerne l'immense majorité des migraineux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un gène. Il y en a presque 200. Au moins 180 gènes différents sur lesquels il y a des petites modifications, ce qu'on appelle des variations. C'est normal d'avoir des variations sur ces gènes, parce que si on avait tous les mêmes gènes, on serait tous des clones. Donc heureusement, il y a des variations, c'est parfaitement normal, c'est ce qui explique les différences de groupes sanguins, qu'il y ait des gens qui ont un groupe sanguin A, B ou O, ça explique, je ne sais pas, la taille des pieds, la couleur des yeux, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est expliqué par des variations génétiques. C'est absolument pas des anomalies. Au contraire, elles sont souhaitables, ces variations génétiques, pour faire toute la diversité des êtres humains, du vivant. Seulement, il y a certaines variations qui, malheureusement, vont prédisposer à la migraine. Et donc, on a trouvé des variations sur 180 gènes qui prédisposent à la migraine. Ces variants, ils s'expriment sur des tissus qui sont soit le tissu cérébral, donc les neurones, soit sur les vaisseaux sanguins. Et donc, quand on est migraineux, eh bien, on l'est parce qu'on a un terrain de susceptibilité génétique de la migraine qui repose sur des variations génétiques présentes sur un ou plusieurs de ces gènes. Alors, qu'en est-il pour les femmes? Est-ce que, il y a une différence entre les hommes et les femmes sur la génétique, hein, les femmes ont deux chromosomes X, les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Est-ce que la différence se joue à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des variants qui sont particulièrement portés par le chromosome X qui expliqueraient que les femmes soient prédisposées à la migraine? Ben, si on regarde, s'il y a des différences entre hommes-femmes, on se rend compte qu'il y a un seul de ces gènes, parmi je vous ai parlé, qui est associé à la migraine sur le chromosome X, un seul parmi quasiment 200, vous voyez que ça pèse pas lourd. Sachant que, comme je vous l'ai dit, un seul gène ne suffit pas à expliquer la maladie, hein. Il faut plusieurs de ces gènes modifiés avec des variations pour avoir la migraine. Donc, il n'y en a qu'un seul sur le chromosome X. Et si on regarde, on continue de creuser, qu'on se dit, mais est-ce qu'il y a certains variants qu'on va plus souvent rencontrer chez les femmes? Ben, il n'y en a que 4. Il n'y a que 4 variants génétiques qu'on voit plus souvent chez les femmes. Alors, voilà, ils ont leur nom un peu barbare ici. OK. Est-ce qu'il suffit à expliquer que les femmes ont plus de migraines que les hommes? Pas sûr. Il y a 2 de ces variants, on sait qu'ils sont plutôt associés à des maladies psychiatriques. On voit pas très bien le rapport. Les 2 autres, on n'a aucune idée de leur implication en pathologie. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que parmi toute la masse de variants génétiques qu'on a trouvé, plus de 200 gènes sur lesquels on a trouvé des variations, il n'y en a finalement que 4 qu'on voit plus souvent chez les femmes que chez les hommes et dont l'imputabilité n'est pas du tout claire. Et donc, en synthèse, on n'a pas l'impression que l'origine de la différence entre les hommes et les femmes pour la migraine soit génétique. Est-ce que ça peut être en rapport avec les hormones sexuelles? Alors, les femmes migraineuses rencontrent plus souvent le problème de la migraine catéméniale, c'est-à-dire qu'au moment des règles, il y a une crise de migraine qui arrive, soit 2 jours avant le début des règles ou dans les 3 jours par rapport au début des règles. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une chute d'hormones, notamment d'œstrogènes. Il faut savoir que les migraines catéméniales, elles sont difficiles à traiter parce qu'elles sont plus invalidantes que les crises de migraine qui arrivent en dehors du cycle. Elles sont plus longues et elles sont plus souvent accompagnées de nausées. Et on sait que si on fait une chute abrupte d'œstrogène, la chute abrupte d'œstrogène peut directement déclencher une crise de migraine. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Vous voyez ici sur ces deux courbes rouge et bleu, ce sont les hormones sexuelles. Vous voyez là qu'il y a un pic, il y a une décroissance du taux d'œstrogène qui coïncide avec hop, un pic de migraine, qui sont ces barres un peu roses. Quel est le rapport des hormones sexuelles avec la migraine? Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que les femmes migraineuses
présentent une chute plus rapide du taux d'œstrogène à la fin de la phase lutéale. Alors, il y a deux phases hein, dans le cycle. Il y a une phase folliculaire, c'est avant l'ovulation, et après une phase qu'on dit lutéale, c'est après l'ovulation. Il y a deux étapes. Et donc, à la fin de la phase lutéale, c'est le moment où toutes les hormones dégringolent, notamment les œstrogènes. Et c'est là où il y a les règles et où il y a les crises de migraine cataméniales. Si on regarde ce qui se passe donc chez les femmes migraineuses par rapport à des femmes non migraineuses, on se rend compte qu'en fait, il y a une chute du taux d'œstrogène qui est plus rapide par rapport à des femmes qui n'auraient pas la migraine ou qui n'auraient pas de migraine cataméniale. Par contre, le niveau d'œstrogène, le pic, n'est pas différent entre les femmes migraineuses qui ont des migraines cataméniales et les autres. Donc on pense qu'il y a une sorte de vulnérabilité neuroendocrine un peu particulière qui fait que le taux d'hormones d'œstrogène n'est pas forcément plus élevé à la fin du cycle, mais par contre, la chute d'œstrogène, elle, est plus rapide et plus abrupte. Et on sait qu'une chute abrupte d'œstrogène peut précipiter des crises de migraine. Si on essaie de comprendre un petit peu plus loin pourquoi, bah alors là, on est obligé de se servir de modèles animaux, notamment de regarder ce qui se passe chez des rats et chez des rats et aussi chez des rats à qui on a enlevé les ovaires, donc des rats ovarictomisées, donc elles n'ont plus le cycle. On se rend compte qu'il y a plus d'ondes, l'onde de dépression corticale envahissante, c'est ce qui donne l'aura migraineuse, donc plus d'ondes qui provoquent l'aura migraineuse chez les rats femelles, qu'il n'y a pas de différence particulière au cours du cycle, ce qui est un peu étonnant parce qu'on se dit, bah, si c'est au moment de la chute des œstrogènes, on devrait s'attendre à ce que ce soit à ce moment-là qu'on voit les dépressions, qu'on voit les auras migraineuses. Alors, c'est vrai que chez la rate, pardon, on ne voit pas de variation au cours du cycle, mais les rates ont des cycles extrêmement courts. Je crois de mémoire, c'est de l'ordre de 4-5 jours. Enfin, on ne peut pas du tout extrapoler par rapport à ce qui se passe chez une femme. Donc, chez les rates, on n'arrive pas à avoir cette différence-là, mais peut-être parce que les cycles sont trop courts, en fait. Et si on enlève les ovaires à ces rates, eh bien, finalement, elles se retrouvent un peu comme des mâles rats, avec autant de phénomènes d'aura migraineuse quand on les déclenche pour les stimuler. Peut-être qu'il y a un rapport entre hormones sexuelles et stress. Pourquoi? Si on fait alors, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est qu'on regroupe toutes les données de plusieurs études pour en faire une synthèse. Parce que parfois, vous avez une étude avec, je sais pas, 50 patients, une étude avec 100 patients, une étude faite ailleurs dans le monde avec 112 patients, je dis des chiffres au hasard, et peut-être qu'il y a des résultats un petit peu discordants. Donc, pour avoir une idée plus claire, on rassemble toutes ces données-là dans ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc là, je vous présente les résultats d'une méta-analyse qui a regardé toutes les études où on a finalement les taux d'hormones chez des femmes qui ont la migraine par rapport à des femmes qui n'ont pas la migraine. Et on se rend compte que les femmes qui ont la migraine ont un peu moins d'œstrogène sur la phase lutéale. Je vous avais dit avant que le pic d'œstrogène n'était pas plus haut et en fait on se rend compte même qu'il est un peu plus bas. Par contre, la dégringolade d'œstrogène au moment des règles est plus abrupte. Et ils ont regardé d'autres hormones en lien avec le stress, notamment le cortisol, qui est une hormone du stress, et on se rend compte que les femmes migraineuses ont une concentration plus forte de cortisol. Peut-être que c'est en rapport avec des perturbations hypothalamiques, et en tout cas, ça met en lumière le lien qui existe entre le stress et la migraine. On parle d'hormones sexuelles, on parle des œstrogènes, donc pas forcément plus d'œstrogènes, peut-être même un peu moins que chez les femmes non migraineuses, mais par contre, comme ça, une décroissance rapide du taux d'œstrogène au moment des règles qui favorise les crises de migraine cataméniale. Il n'y a pas que les hormones sexuelles, il y a aussi la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui permet la lactation. Donc, il y a plus de prolactine chez les femmes que chez les hommes. Et on s'est rendu compte que la prolactine avait un rôle particulier dans la douleur. On sait par exemple déjà que le stress augmente le taux circulant de prolactine et que la prolactine diminue le seuil de la douleur. Si on regarde ce qui se passe donc, sur des modèles animaux, toujours chez les rats, eh bien, on voit que la prolactine active spécifiquement les récepteurs de la douleur que chez les femelles et pas chez les mâles. Donc c'est un mécanisme qui est spécifique des femelles et qui induit une libération de ce fameux CGRP.
de CGRP qui est libéré par le système trigéminovasculaire au cours de la migraine et qui dilate les vaisseaux sanguins et qui donne la crise douloureuse. Donc, vous voyez que ça, c'est des conclusions qu'on a chez les animaux. On n'a pas de données chez l'homme encore, mais chez les animaux, on voit qu'il y a quand même un mécanisme de la douleur qui est spécifique donc, à ces femelles, qui est lié à la prolactine, qui fait que la prolactine active spécifiquement les récepteurs de la douleur chez les femelles et que ça induit que chez elles la libération de CGRP. De la même manière, le CGRP induit une douleur uniquement chez les femelles. On ne le dit pas assez souvent, ça dans les recherches précliniques, mais en fait, sur les modèles animaux, le CGRP transmet la douleur, donne la douleur que chez les femelles, pas chez les mâles. Ce qui ne veut pas dire que les traitements contre le CGRP ne fonctionnent pas chez les hommes, quoique on en parlera peut-être dans la discussion, il y a des débats un peu autour de ça. Donc, tout ça pour mettre en lumière le lien qu'il y a entre la prolactine, qui n'est pas cette hormone, qui n'est pas une hormone sexuelle comme la progestérone ou l'œstrogène, c'est un autre type d'hormone, et que cette prolactine a un effet direct sur les nocicepteurs, et que c'est spécifique des femelles chez l'animal, à voir si on peut l'extrapoler aussi chez les femmes et que la prolactine spécifiquement chez les modèles animaux femelles induit la libération de CGRP. Vous voyez que ce n'est pas juste une simple question d'hormones, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a d'abord d'autres hormones et il y a des mécanismes qui sont très spécifiques parce que la prolactine n'induit la douleur que chez ces femelles et induit la libération de CGRP que chez ces femelles. Il y a une très belle étude faite par l'équipe allemande, par l'équipe de l'hôpital de la Charité à Berlin, qui a regardé s'il y avait qu'est-ce qui se passait en fait chez les femmes qui ont donc la migraine et comparé à des femmes qui n'ont pas de migraine en ce qui concerne leur taux de CGRP. Donc ils ont fait des dosages dans le sang de CGRP, ils ont fait aussi des dosages de CGRP dans les larmes. Et donc ils ont fait ce dosage-là chez, vous voyez, deux groupes de patientes, donc 60 patients dans chaque groupe, un groupe de femmes qui ont des cycles réguliers, 30 qui n'avaient pas la migraine, 30 qui avaient la migraine, un deuxième groupe de femmes qui n'avaient plus de cycle régulier parce qu'elles étaient sous pilule œstroprogestative ou bien parce qu'elles étaient ménopausées, avec également deux sous-groupes, des femmes qui ont la migraine, des femmes qui n'ont pas la migraine. Donc en gros, on regarde, on compare des migraineuses par rapport à des non-migraineuses chez celles qui ont des cycles réguliers et celles qui n'ont plus de cycles réguliers, soit parce qu'elles sont sous pilule, soit parce qu'elles sont ménopausées. Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation de la concentration. Pardon, il y a un élément que je dois vous dire, c'est que les dosages ont été faits dans les différentes phases du cycle, c'est-à-dire dans la première phase du cycle avant l'ovulation, dans la deuxième phase du cycle après l'ovulation, et puis au moment des règles. Et ce qu'ils observent, c'est qu'il y a une augmentation des concentrations de CGRP dans le sang et dans les larmes pendant la phase des règles, uniquement chez les migraineuses. Mais par contre, donc chez les migraineuses par rapport au contrôle, par contre, si elles étaient sous pilule, là, ça venait un petit peu tout normaliser. Il n'y avait pas de différence entre les migraineuses et les non-migraineuses dès lors que le cycle était cassé par une pilule œstroprogestative ou parce qu'elles étaient ménopausées. Donc, autrement dit, je reformule, chez des femmes qui ont des cycles réguliers, eh bien, on voit que le taux de CGRP augmente au moment des règles chez les femmes migraineuses par rapport aux non-migraineuses. Donc, on a parlé du CGRP, qui est un de ces neurotransmetteurs libérés par les neurones pendant les crises de migraine. Ce n'est pas le seul, il y en a un autre qui s'appelle le PACAP, qui est en pleine recherche. Il y a des traitements qui sont en cours d'évaluation pour voir si ça pourrait fonctionner dans la migraine. Eh bien, ils ont aussi dosé le taux de PACAP avec exactement le même type d'étude. Et ils font l'observation que le taux de PACAP est plus élevé dans la migraine en phase périmenstruelle, c'est-à-dire au moment des règles, et en phase périovulatoire par rapport à des femmes non migraineuses. Par contre, pareil, dès lors que les femmes étaient sous pilule, eh bien, ça venait normaliser tout ça. Donc, vous voyez que des femmes migraineuses qui ont des cycles réguliers par rapport à des non-migraineuses, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont un taux de CGRP qui augmente au moment des règles, et le taux de PACAP, il augmente 2 fois
une fois au moment de l'ovulation, une fois au moment des règles. Dernière, presque dernière partie, on a parlé un petit peu de la génétique, on a parlé de ce qui se passe un petit peu au niveau de l'hypothalamus avec les hormones sexuelles, les hormones du stress, le cortisol, la prolactine, le lien entre prolactine et douleur. On allait voir ce qui se passait au niveau du système trigéminovasculaire avec la libération de CGRP et de PACAP. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des récepteurs? Parce qu'une fois qu'on a toute cette mécanique qui s'active, une fois que les neurotransmetteurs sont libérés, il faut aussi qu'ils soient captés par le neurone de la douleur et que toute la douleur soit transmise au cerveau. Eh bien, de la même manière, on se rend compte que le récepteur du CGRP, qui va finalement capter le CGRP et transmettre la douleur, est plus exprimé chez les rats, parce que là aussi c'était des études chez les animaux, donc chez les rats que chez les rats, au niveau du ganglion du trijumeau, qui est le ganglion du nerf trijumeau qui transmet la douleur. Donc le CGRP est plus libéré au moment des règles, mais en plus les femmes, c'est des choses qu'on sait de l'animal, donc on va dire les femelles, parce que c'était des animaux, les femelles ont plus de récepteurs du CGRP dans leur ganglion trigéminé que les mâles. Et on se rend compte aussi, ça c'est à partir de modèles animaux, que même au niveau du cerveau, dans le complexe trigémino-cervical, qu'est-ce que c'est le complexe trigémino-cervical? C'est le point d'entrée de la douleur dans le cerveau. Donc vous avez le nerf trijumeau qui est à l'extérieur du cerveau, hein, qui est au niveau des méninges, des vaisseaux sanguins, de la face, qui passe par un ganglion, et ensuite l'information, elle va du ganglion au cerveau lui-même. Et donc l'information, elle arrive dans le cerveau par ce complexe trigémino-cervical. Et bien là aussi, on se rend compte que ce complexe trigémino-cervical, il est plus activé chez des femelles en période pré- et périovulatoire. Dernier élément qu'il faut prendre en compte pour comprendre les liens entre femmes et migraines, c'est qu'il n'y a pas que donc la génétique, on l'a un peu mis de côté. Les hormones, oui, certes, il y a un lien hormonal, mais on a vu que c'est beaucoup plus compliqué que juste, oh, c'est bon, c'est les règles. Bah non, c'est pas si compliqué que ça. On voyait bien que quand il y a des règles, quand il y a la période menstruelle, c'est pas juste les règles comme ça, c'est pas juste une histoire d'œstrogènes. Oui, ça joue les œstrogènes parce que lorsque le taux d'œstrogène diminue rapidement, ça favorise les migraines, mais il y a aussi le CGRP qui est plus libéré, il y a plus de récepteurs de CGRP sur le ganglion du trijumeau, il y a un complexe trigémino-cervical, donc un cerveau qui s'active plus facilement. Vous voyez que ce n'est pas juste un élément, c'est toute une cascade d'éléments qui fait qu'au total, les femmes ont plus souvent la migraine. Mais il y a aussi des facteurs psychosociaux et environnementaux à prendre en compte. Il faut savoir que les femmes migraineuses plus, souffrent plus de difficultés sociales et relationnelles que les hommes par rapport à la migraine. Elles se sentent moins comprises de leur famille, de leurs amis, de leurs partenaires, ont plus d'anxiété et de douleur globalement, et de dépression même que les hommes. Donc il y a un retentissement psychosocial qui est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes. Et vous savez que quand euh, il y a un retentissement psychosocial, psychologique notamment important, au final, ça aggrave aussi la migraine parce que quand on va moins bien, quand on est déprimé, on a son seuil de la douleur qui est plus bas, donc on a encore plus de migraine. Et comme on a plus de migraine, ça va moins bien, on est encore plus déprimé et c'est un peu le cercle vicieux. Euh, il faut savoir que les victimes de violences conjugales et de traumatismes dans l'enfance sont plus à risque de migraine et que ça concerne plus les femmes que les hommes. Et la dernière chose aussi, c'est qu'il a été montré que le travail de nuit, euh, tout travail de nuit, hein, je sais pas, les gens qui font les 3-8, les soignants, les pompiers, les policiers, enfin tous les gens qui se retrouvent à travailler la nuit, exacerbent davantage les migraines chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire que sur des traits, si vous prenez un migraineux homme et un migraineux femme, le travail de nuit aura plus d'impact chez une femme que chez un homme. Donc il y a aussi tout un tas de facteurs psychosociaux et environnementaux qui rentrent en jeu et qui rentrent en compte pour expliquer finalement que au total, si on met tout ça bout à bout, oui, il y a plus de migraines chez les femmes et elles sont plus graves. En conclusion, il n'y a pas assez de données pour affirmer que la différence entre les hommes et les femmes pour la migraine soit génétique. Ça n'a pas l'air d'être ça la piste. Par contre, à partir de modèles animaux, on a pu comprendre que la chute des oestrogènes au moment des règles induit une susceptibilité à l'aura migraineuse,
qu'il n'y a pas que les hormones sexuelles, il y a aussi la prolactine qui a un rôle spécifique sur la douleur uniquement chez les femmes, et que ça augmente la libération de CGRP. On a vu que les femmes migraineuses libèrent, ça j'en parle après, on voit que le récepteur du CGRP est plus exprimé dans les ganglions du trait jumeau chez les femmes, et que le cerveau, les modèles animaux femelles, étaient plus sensibles, avec plus de sensibilisation centrale à la douleur, facilitée par les oestrogènes. Ce qu'on apprend chez les humains, c'est qu'il y a des arguments pour des perturbations au niveau de l'hypothalamus qui modifient le taux d'hormones sexuelles et de cortisol, que la chute d'œstrogène est plus abrupte chez les femmes migraineuses, qu'il y a une augmentation de la libération de CGRP en période menstruelle et de PACAP en période menstruelle et ovulatoire, et qu'aussi il y a des facteurs psycho-environnementaux et sociaux, psychosociaux environnementaux qui rentrent en compte. Je vous remercie de votre attention, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, docteur Gaulion. C'était vraiment génial et très intéressant. Est-ce que vous pourriez enlever votre présentation? Ce sera bien plus agréable. Voilà, c'est plus sympa. Émilie, peux-tu poser les questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, il me semble. Elles peuvent arriver. Elles peuvent arriver, voilà. Donc, on va laisser les gens peut-être s'exprimer. Donc, il y a quelqu'un qui demande si l'alimentation peut aussi influencer l'apparition des migraines. Alors, il faudrait savoir si les femmes mangent différemment que les hommes pour le coup, ou si, voilà, c'est un sujet là-dessus. Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent, ça a le lien sur l'alimentation. Alors, à part quelques quelques gros éléments très déclencheurs, comme par exemple l'alcool ou le vin, on peut identifier quelques aliments qui déclenchent clairement les crises de migraine. Sinon, après, il n'y a pas vraiment de facteurs alimentaires particuliers. Certains essayent des régimes type cétogène, mais c'est pas du tout démontré que ça marche bien sur la migraine. Je ne veux pas dire que ça n'a pas d'utilité, mais c'est pas bien démontré scientifiquement, donc je peux pas l'affirmer. Il faut faire attention avec le lien avec l'alimentation parce que on a tendance un petit peu à toujours chercher le coupable, ce qui nous a donné la migraine. Donc on revoit un petit peu sa journée et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que j'ai mangé ce jour-là? J'ai mangé du chocolat, j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela, j'ai bu du thé, un jour c'est le thé vert, un jour c'est le thé noir. Et on se retrouve à faire une liste. Et à la fin, on se prive de tout, alors qu'en fait, c'est pas forcément ces aliments-là qui ont donné la migraine. Et même au contraire, comme je vous disais, il y a la phase des prodromes. Et dans la phase des prodromes, on peut avoir une sorte de fringale, avoir envie de manger. Et donc, on va aller se précipiter sur un aliment particulier. Et après, on l'incrimine, alors qu'en fait, c'était pas lui qui a donné la migraine, c'est la migraine qui était déjà en route. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut maintenir une alimentation de manière équilibrée, bien réguler son poids, avoir une activité physique régulière, ne pas être en surpoids parce que pour le coup, la surcharge pondérale, oui, abaisse le seuil de la douleur et augmente les migraines. Donc je dirais qu'il n'y a pas de... Je ne vais pas vous dire il y a un aliment particulier, il y a un type de régime particulier. Ce qu'il faut, c'est manger sainement, avoir une activité physique régulière, toutes les règles de bonne hygiène de vie et lutter contre la surcharge pondérale. Je voudrais Ok. poser la question, parce que vous nous avez dit que ce serait peut-être soulevé pendant les questions. Apparemment, si on fait simple, les femmes subissent plus le CGRP et ça déclenche plus la migraine chez les femmes. Oui. Pourquoi nous, dans l'équipe, on a deux hommes, on a la chance d'avoir deux hommes qui sont sous anti-CGRP avec quand même pas mal de réussite. Alors pourquoi ça Ouais. fonctionne chez eux? Parce que ça doit quand même, ça a certainement un rôle aussi. Je sais que c'était sur des modèles animaux où on a vu que le CGRP induisait la douleur que chez des modèles animaux femelles. Ça n'a pas été reproduit sur l'espèce humaine. Donc, c'est toujours un peu délicat quand on a des observations chez l'homme. Chez les animaux, ça nous aide à comprendre. Après, la transposition chez l'espèce humaine fonctionne pas toujours bien. Donc, bah, par exemple, on a vu que le CGRP, quand on bloque le CGRP, ça traitait la douleur chez les animaux. On a fait cette transposition chez l'homme, chez l'espèce humaine, ça marche très bien, super. Après, pour cette différence entre les femelles et les mâles chez les animaux, les hommes, femmes chez les humains, ça, elle est moins certaine.
Et j'ai plein de patients qui sont sous anti-CGRP et qui fonctionnent, et ce sont des hommes. Donc, c'était que des observations chez l'animal. Là où j'avais mis un petit bémol, c'est qu'il y a un doute sur les GEPAN. Parce que dans les études, il y a des analyses de sous-groupes qui ont été faites et ils disent: ah bah tiens, chez les femmes, ça marche, mais chez les hommes, on a un doute, le résultat n'est pas significatif. Mais c'est peut-être aussi un problème lié aux études, parce que dans les études sur les traitements de la migraine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et très, très, très peu d'hommes. En général, c'est 90%, 85-90% des patients inclus dans les études qui sont des femmes et 10-15% des patients qui sont des hommes. Donc en fait, les hommes sont sous-représentés dans les études sur la migraine, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de patients pour réussir à montrer un résultat significatif. C'était que juste une petite note en aparté. Euh, mais je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai dit sur la différence entre les femelles et les mâles sur le CGRP ne concernait que les animaux. La transposition chez l'humain ne se vérifie pas toujours. Merci beaucoup. Alors, on a des questions autour des hormones, hein. Donc, pourquoi malgré la ménopause, ça persiste? Ou quelqu'un qui dit aussi, est-ce qu'on peut jouer sur les variations d'hormones de façon médicale pour limiter l'intensité des migraines? Ouais, alors pourquoi est-ce que la ménopause, après la ménopause, ça peut persister? Bah, parce que, comme je vous le disais, il y a un terrain de susceptibilité qui est génétique. Il est vrai pour les hommes et pour les femmes. Et donc, déjà, à la base, on a le terrain pour être migraineux ou pas. Et ensuite, finalement, avec les hormones, il va y avoir plus de migraines et plus de risques de migraine au global, statistiquement, dans une population après la puberté, au moment des règles, le moment de la périménopause qui est toujours un peu compliqué. Pour pas mal de femmes, ça passe après la ménopause, mais il y en a beaucoup qui conservent encore la migraine après la ménopause. Pourquoi? Bah parce que il n'y avait pas que les hormones qui jouent un rôle. C'est ce que j'essaie un petit peu de vous expliquer aussi dans ma présentation, c'est que c'est pas juste une histoire d'hormones sexuelles, d'œstrogènes et de progestérone. Il y a la prolactine, il y a des facteurs psychosociaux, il y a le cortisol, et puis il y a la génétique là-dessous. Et puis en fait, c'est pas juste un seul coupable, c'est une chaîne d'éléments qui fait que bah, vous êtes plus ou moins migraineux. Et donc, si vous êtes une femme migraineuse et que dans votre cas, c'est surtout les hormones qui jouent un rôle prépondérant, bah oui, peut-être qu'à la ménopause, vous n'en aurez plus. Mais si dans votre cas, c'est pas spécifiquement les œstrogènes qui jouent un rôle prédominant, bah, peut-être qu'il y aura encore des migraines après la ménopause. Et donc, jouer sur des variations d'hormones de façon médicale pour limiter l'intensité des migraines, ça Ouais, marchera sur des femmes qui sont plus susceptibles de ouais, développer des migraines à cause d'une chute des oestrogènes ou voilà. Donc, c'est exactement. la Et même chose que pour la ménopause. Ça va ouais, marcher pour certaines et pas pour d'autres. ça, on le fait, hein, c'est ce qu'on propose de faire, une pilule en continu pour éviter les chutes d'œstrogènes, surtout quand il y a beaucoup de migraines catameniales. Mais on a quand même des réserves parce qu'on se rend compte quand on fait ça, c'est que certes, il n'y a pas forcément la crise de migraine là où on l'attendait au moment théorique du cycle, parce qu'il n'y a plus vraiment de cycle, vu qu'on bloque le cycle. Mais en fait, ça décale la migraine et elles arrivent quand même. Quand on dit par exemple au patient, bah, prenez des hormones juste au moment des règles pour éviter la chute d'œstrogène, en fait, ça décale la crise de migraine. Donc ça marche pas à tous les coups non plus. Donc parfois on fait ça, mais le niveau de preuve est très faible et au final, on se rend compte que ça marche pas très très bien de jouer comme ça sur les hormones. Alors, Il y avait une question oui, sur le transgénérationnel identifié avec des hommes atteints. je ne sais pas Euh, ce que ça veut dire personnellement. C'était peut-être un commentaire plutôt qu'une question. Il n'y a aucun traitement de fond n'a fonctionné. Peut-être que Anne Raft pourra nous dire s'il avait une question en particulier sur le transgénérationnel. Il y avait une question donc, concernant une tumeur dans la région hypothalamo-hippocampique. Cela joue un rôle sur la migraine, oui. Et oui, notamment si c'est par exemple un adénome sécrétant de la prolactine, on sait que ça donne plus souvent mal à la tête et des migraines. Tout à fait, ça joue. C'est même ce qu'on recherche lorsqu'on a des patients qui ont une migraine typique, il n'y a pas besoin de faire d'imagerie, mais quelqu'un qui a une migraine atypique, une céphalée atypique, même une algie vasculaire de la face, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des choses qu'on cherche toujours à exclure parce qu'on sait que ça peut avoir un lien.
Alors, Anna a précisé, y a-t-il une raison plus génétique identifiée? Vous y avez répondu un petit Oui, peu. oui, La effectivement, génétique, c'est pas forcément d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes raisons d'avoir la migraine. Pour certains, ça peut être plus un poids génétique. Regardez par exemple les migraines hémiplégiques familiales, qui est vraiment la forme typique de la migraine génétique. Mais même sans être dans la migraine hémiplégique familiale, dans la migraine en général, si sur les 200 variants, vous en avez 150, vous voyez que même avec ou sans hormones, il y a un gros risque d'avoir de la migraine, y compris chez les hommes d'ailleurs. Donc oui, c'est pas forcément chez certaines personnes, ça peut être plus la génétique qui pèse, pour d'autres, ça peut être plus un facteur hormonal, pour d'autres, plus un facteur environnemental, et puis après, il y a la combinaison de tout ça. il y a une question pour les enfants. Est-ce qu'il y a une raison particulière à l'apparition de migraines chez les très très jeunes enfants? Est-ce que du coup, tout ce que vous avez dit concerne également les enfants ou ça se construit ou... Alors le lien avec les hormones, non, ça arrive du coup plus tard. Le lien avec prolactine, chute des oestrogènes, ça concerne pas les enfants. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a moins de migraines chez les enfants, mais il y en a aussi. Autant les garçons que les filles d'ailleurs, et c'est plutôt la génétique là, qui pèse pour ça. Il y a une personne qui demande s'il faut faire tester notre taux de cortisol ou de prolactine pour comprendre peut-être d'où vient le sujet des migraines. Très bonne question. Alors ça, ces taux différents, ils sont un peu plus élevés, mais ça ne veut pas dire qu'ils atteignent des niveaux anormaux. Et ça engendre pas forcément, ça appelle pas forcément de thérapie particulière. C'est juste qu'on se rend compte que bah, il y a un taux de prolactine un peu plus élevé, on se rend compte qu'il y a un taux de cortisol un peu plus élevé, mais ça ne veut pas dire que ça atteint des seuils pathologiques. Par exemple, un taux de cortisol très élevé parce qu'il y aurait une tumeur sur une glande surrénale ou sur l'hypothalamus, par exemple. Donc, l'hypophyse, pardon. Donc, non, on ne le fait pas en routine pratique parce que même si on voit un taux de cortisol qui est dans la norme un peu haute, on va dire, ah bah oui, effectivement, ça nous aide à comprendre et à se dire, oui, ça joue un peu, mais ça ne va pas forcément appeler derrière de solutions thérapeutiques. Et un peu dans le même style, il y a une personne qui demande si ça vaut le coup de faire une recherche génétique. Bon, après, une recherche génétique, c'est plutôt une observation finalement, parce Oui. que bon, ouais, enfin, je ne Alors, sais pas ce que vous en pensez, on pour fait des trouver un recherches traitement génétiques. qui pourrait fonctionner en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre un traitement et une recherche génétique? Alors, aujourd'hui, non, on n'a pas de thérapie génique. Ça existe dans certaines pathologies, mais pas dans la migraine. On fait des enquêtes génétiques pour les migraines hémiplégiques familiales. On sait qu'il y a un gène qui va nous expliquer la maladie à coup sûr. Pour les autres, non, parce que vous voyez qu'il y a plus de 200 gènes, qu'on va en trouver, on ne sait pas très bien combien, on sait pas combien, et au final, ça ne va pas amener un conseil génétique particulier, parce qu'en plus, à chaque génération, tout le patrimoine génétique est brassé entre le patrimoine génétique du père, de la mère, etc. Donc, avoir 30, 40 variantes génétiques de la migraine chez le père et 30, 40 chez la mère, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir dire, on va pas pouvoir, même si on faisait de la science-fiction et qu'on se disait demain on a des thérapies géniques pour la migraine. Ce sera valable quand on a un gène comme la migraine hémiplégique familiale, mais on ne va pas pouvoir aller dire on va traiter 20 variants chez le père et 30 chez la mère en espérant que l'enfant en ait moins. Enfin, non. Donc on ne le fait pas. On ne fait pas d'enquête génétique sauf pour les migraines hémiplégiques familiales. Et alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui demande quid des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause? Est-ce que effectivement ça aide, ça stabilise? Bon. Ouais. C'est même réponse que pour les migraines catameniales. Chez certaines patientes, ça peut aider, surtout s'il y a une forte composante hormonale dans la migraine, ces femmes-là. Donc ça peut effectivement aider, mais il faut toujours garder en tête que dans les traitements hormonaux substitutifs, il y a des œstrogènes, que les œstrogènes augmentent le risque de maladies vasculaires, thrombose veineuse, embolie pulmonaire, AVC, infarctus du myocarde, que quand on a une migraine, surtout avec aura, et qu'on est une femme, on est plus à risque de faire des problèmes cardiaques ou cérébrovasculaires. Et donc, on contre-indique l'association d'œstrogènes dans la migraine avec aura. Donc, il ne faut pas le faire parce que c'est risqué sur le plan de la santé vasculaire. Par contre, pour une femme qui a une migraine sans aura et qui a des migraines qui sont très, très influencées par les hormones et qui se trouvent mieux en continuant un peu un taux d'œstrogène constant
pour éviter toutes les fluctuations un peu la périménopause, pourquoi pas. Et il y a une personne qui, alors là, c'est plus par rapport à l'âge également, qui dit plus de douleur, mais le triptan soulage encore. Peut-on parler de migraine? Enfin, l'idée étant aussi de dire qu'avec l'âge, la douleur en fait change également. Et donc là, la personne se demanderait si ça reste des migraines, mais oui, à partir du moment où elle est hémiplégique, elle est, enfin, je sais pas comment on dit, que d'un côté. Ah oui, toutes ces questions. Avec l'âge, plus de douleurs pulsatiles, malgré tout, les triptans soulagent. Peut-on encore parler de migraine? Oui, oui, vous savez, c'est la migraine, elle peut un peu changer de visage, peut changer un peu dans les signes au cours de la vie. Il y a beaucoup de patients qui le disent, hein, jusqu'à tel âge, j'avais tel type de migraine, puis après, elle a un peu changé. Mais tant que ça reste une douleur qui répond aux critères diagnostiques, hein, c'est-à-dire il faut deux critères, la douleur, elle a au moins deux caractéristiques parmi quatre: unilatérale, pulsatile, intense, modéré intense, augmenté à l'effort, physique ou intellectuel ou qui nécessite le repos. Et puis après, il faut une gêne au bruit et à la lumière ou des nausées, des vomissements. Si on a toujours ces critères-là, c'est toujours de la migraine, c'est toujours ce qu'on cherche. C'est très souvent que les patients disent: non, mais ma migraine, elle a changé parce qu'avant, elle était très unilatérale, puis maintenant, c'est une barre comme ça. Oui, mais même si c'est une barre, si ça tape, si ça augmentait à l'effort physique, c'est toujours de la migraine, c'est juste qu'elle a un peu changé de forme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais on peut voir qu'au cours de la vie, la migraine change un petit peu. Et s'il y a toujours les critères, c'est toujours de la migraine. Alors, pour ma part, j'ai une question. Oui. Euh, Pourquoi déjà il y a 90% de femmes dans les essais cliniques, alors que bon, c'est un homme sur pour que 3 femmes, donc ça serait bien qu'il y en ait 25. Est-ce que c'est un problème d'impossibilité dans le recrutement ou est-ce que c'est un choix des chercheurs? Non, je pense que c'est un biais parce que comme les femmes ont plus de migraines sévères, chroniques, ce sont celles qui sont vues dans les centres tertiaires où se font la recherche. Parce que les endroits où on inclut pour les essais cliniques, ce sont des centres tertiaires comme les CHU en France. Et donc, ce sont toujours des centres de troisième recours. Les patients, ils ont déjà vu leur médecin traitant, leur neurologue de ville, et puis ils arrivent à un moment dans des centres de recherche. Et donc, comme il y a comme les femmes ont des migraines plus sévères, plus facilement chroniques, plus difficiles, ce sont plus souvent elles qui vont se retrouver dans des centres tertiaires où on inclut dans les essais. À mon avis, c'est à cause de ça. Et que, après, il y a peut-être aussi des hommes qui n'osent pas les consulter pour la migraine. Ça, c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé. C'est que comme c'est très stigmatisé, la migraine, ça l'est pour les femmes, ça l'est aussi pour les hommes. Il y a des hommes qui ne disent pas qu'ils ont la migraine, qui ne veulent pas consulter, qui ne veulent pas reconnaître eux-mêmes qu'ils auraient une maladie ou quoi de femme. Des fois, il y a beaucoup de préjugés comme ça, que les Ouais, gens ouais, s'auto-infligent. Donc, il y a peut-être des hommes ouais, consultent probablement moins. Mais globalement, pour ce problème de recrutement dans les études, je pense que c'est vraiment lié au fait que les études sont faites dans des centres où déjà il y a un biais de recrutement, il y a plus de femmes parce que ce sont elles qui ont plus de migraines chroniques, des migraines plus sévères. Autre Est-ce que ça a un impact? Oui, quand même, parce que du coup, quand on se pose la question, est-ce que mon traitement, il marche chez les hommes et chez les femmes? Et ben, si on veut essayer d'un peu affiner notre approche et dire, bah, par exemple, si j'ai affaire à un homme migraineux, quel traitement va mieux marcher? Ben, on n'a pas trop la réponse parce qu'il y a peu d'hommes dans les études et ça, ce qui amène même à des conclusions un peu bizarres de type, bah, tiens, les GEPAN, peut-être qu'ils fonctionnent pas chez les hommes. Je pense que c'est juste que, il n'y avait pas, parce que j'ai eu plusieurs patients, hommes, qui sont sous GEPAN et ça marche. Mais c'est juste que dans les études, il n'y avait pas suffisamment de puissance, pas suffisamment de malades pour réussir à le montrer. Il y Mhm. a peu d'hommes dans les études. Une dernière question, Yann. Vous avez beaucoup parlé de prolactine, Ouais. c'est le mot que j'ai retenu. Est-ce qu'il y a des études sur d'éventuels traitements? Est-ce que c'est une base de réflexion pour le traitement de la migraine? C'est une base de réflexion, mais on n'en est pas au développement de traitement. Là, on est encore sur des études chez l'animal. L'étude que je vous montrais, elle est très récente. Ça a vraiment beaucoup attiré l'attention. Donc, c'est tout récent et il faut que ce qu'on a observé chez l'animal soit aussi observé dans l'espèce humaine et puis après que éventuellement on développe des pistes de traitement. Je crois qu'il y a
Bah, je pense qu'on va pouvoir arrêter, hein. Il est pratiquement 14 heures et je pense que des patients doivent vous attendre. Merci infiniment pour cette intervention Merci à et vous. à une prochaine fois. Merci à toutes les personnes qui Merci se sont beaucoup. connectées. À bientôt. On fera un replay, hein, dès que possible. Au revoir. Merci de votre Merci. invitation. Bonne journée.